calme semble revenu au Gabon. Le coup d'État perpétré ce matin a échoué. Les militaires à l'origine de ce putsch raté ont été neutralisés. La situation serait sous contrôle, a annoncé le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Pendant ce temps, au Burkina Faso, le procès du putsch manqué de septembre 2015 reprenait. Le général Djibril Bassolé à la barre ne reconnaît pas les fameuses écoutes téléphoniques, contrairement aux accusations du parquet militaire. Et puis, pourquoi le site minier de Kaltakam n'a pas encore été réhabilité alors que le fonds destiné à le faire est disponible? La réponse dans notre chronique Écho. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. La tentative a tourné court, très court même, au Gabon. Un coup d'État a échoué ce 7 janvier. Tôt ce matin, un commando de 5 militaires a fait irruption dans les locaux de la radio nationale, annonçant la création d'un Conseil national de la restauration en remplacement des institutions en place. Eh bien, ces militaires ont été mis hors d'état de nuire dans les heures qui ont suivi et la situation serait sous contrôle des forces gouvernementales, selon le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication. Au Gabon, le gouvernement assure avoir la situation sous contrôle après que des militaires ont lu ce matin un message à la radio nationale dans une apparente tentative de coup d'État. Les autorités évoquent un commando de 5 militaires. 4 d'entre eux ont été arrêtés, le 5e est en fuite. Les soldats avaient appelé le peuple à se lever, dénonçant des institutions illégitimes et illégales. Ils ont annoncé la mise en place prochaine d'un Conseil national de restauration afin de pallier l'absence du président Ali Bongo Ondimba, qui a effectué sa première apparition publique le 31 décembre après avoir été victime d'un AVC il y a plus de 2 mois lors d'un déplacement en Arabie Saoudite. Ali Bongo est actuellement en convalescence au Maroc et de nombreuses spéculations circulent sur son état de santé et sa capacité à gouverner un pays qu'il dirige depuis près de 10 ans. En son absence, les pouvoirs ont été en partie transférés au Premier ministre et au vice-président. Et la transition est toute trouvée d'un coup d'État manqué au Gabon à un autre putsch raté au Burkina Faso, celui de septembre 2015, dont le procès qui avait été suspendu a repris ce 7 janvier à la barre. L'un des principaux accusés, le général Djibril Bassolé. L'audience de ce jour a porté sur les fameux enregistrements téléphonique où on croirait entendre une conversation entre l'accusé et le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Soro Guillaume, au sujet du putsch. Échange téléphonique que le général Djibril Bassolé balaie du revers de la main. Le résumé de l'audience avec Luc Pabelgem. Suspendu le 21 décembre 2018, l'audience du putsch manqué a repris ce 7 janvier 2019 avec la poursuite de l'interrogatoire de l'accusé général Djibril Bassolé, poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État, pour meurtre, coups et blessures volontaires et également pour trahison. Le parquet a tiré une conclusion de son analyse. En réalité, il y a eu un coup d'État dans ce coup d'État et le général Djibril Bassolé voulait créer un désordre qui allait lui être profitable parce que c'est une crise politico-militaire qui allait être créée ou en tout cas qui allait venir à la suite de ce désordre et cette crise n'allait profiter qu'au général parce que de un, il est homme politique et il est aussi militaire donc il aurait été vu comme l'homme de la situation et c'est lui seul qui allait venir en rassembleur. C'est sur cette analyse que le parquet a voulu fonder tout son argumentaire depuis la matinée où il a voulu opposer les écoutes téléphoniques à l'accusé. L'accusé qui plaide non coupable à contester la fiabilité et la régularité de ces écoutes téléphoniques. Pour lui, ces écoutes ont été fabriquées et manipulées de sorte à le charger. D'ailleurs, il dit que l'expert, le professeur Herman Knouzen, abonde dans ce sens puisque l'expert reconnaît que les interceptions téléphoniques qu'on a voulu, en tout cas l'enregistrement qu'on lui a soumis pour analyse, ce ne sont pas des interceptions téléphoniques classiques de nature GSM. Donc, lui, il pense que ces sons ont été piqués sur Internet. C'est ce que pense l'accusé. Et or, sur Internet, tout peut se dire, tout peut se manipuler. Voilà pourquoi toute la journée, il a dit qu'il ne va pas abonder dans le sens du parquet. C'est-à-dire, il a même eu à le dire,
si la stratégie du parquet vise à l'amener à analyser ses écoutes téléphoniques, leurs chemins vont se séparer net. Le parquet a eu à le dire, hein, il aurait eu des entretiens téléphoniques avec des personnalités d'ici et d'ailleurs. Il aurait eu des échanges téléphoniques avec des éléments du RSP. Il aurait eu des échanges téléphoniques avec un chef de corps d'une région militaire pour venir appuyer le RSP. Tous ces arguments ont été battus en brèche. Le général Djibril Bassolé était très à l'aise aujourd'hui à son interrogatoire et il a demandé à maintes reprises que le parquet revienne sur le sujet. Et le sujet, c'est quoi pour lui? Qu'on lui dise en quoi il est complice d'atteinte à la sûreté de l'État, en quoi il est auteur de meurtres et coups et blessures volontaires, en quoi il est auteur de trahison. Toute la journée, il n'a pas eu de réponse à ces questions. Il a aussi demandé au parquet d'où venaient ces enregistrements sonores, qui les a produits. Évidemment, pas de réponse. Il disait, si le parquet apportait ses réponses, lui, il était à l'aise en tout cas pour en débattre. Mais tant que le parquet ne dit pas d'où viennent ces sonores qu'on lui oppose, lui, il ne va pas piper un mot là-dessus. L'interrogatoire du général Bassolé se poursuit ce 9 janvier. Et pour le moment, on est sûr qu'il va rester sur sa ligne, refutant catégoriquement les enregistrements sonores qu'on lui oppose. Voilà, rendez-vous donc demain pour la suite de cette audience. Et venons-en maintenant à cette Assemblée générale de la Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso. Deux grandes questions étaient au menu des échanges. Les cotisations exigées par les associations des parents d'élèves dans les écoles, cotisations jugées illégales par la FECIBF et surtout la situation des plus de 700 écoles fermées pour raison d'insécurité. La FECIBF dénonce ici la fuite de responsabilité du gouvernement. Arsène Konditambe. L'heure est grave, a-t-on l'habitude de dire à la Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso. L'école burkinabé est en proie à d'énormes difficultés et la FECIBF se met en ordre de bataille. Réunis autour d'Augustin Palot, le premier responsable de la structure, les responsables des coordinations régionales et sections des lycées et collèges accordent leur vue. Plus de 600 écoles fermées dans certaines parties du pays. Pour la FECIBF, l'État a simplement démissionné. L'État a abandonné les élèves burkinabés. L'État n'assume pas ses responsabilités. Nous pensons très bien que depuis le moment que le président Macky Sall a été élu, il a dit clairement, il a prêté serment de défendre le territoire burkinabé. S'il y a quelque part des élèves, des écoles, 790 écoles sont fermées, nous pensons très bien que le gouvernement devait trouver des solutions rapides pour prendre ces élèves en charge, parce que nous savons très bien que ces écoles sont fermées, comme on le dit en griffe, que ce n'est pas pour cause terroriste. Et des enfants qui sont terrorisés, qui ne vont plus à l'école, c'est sûr que le terroriste va prendre le dessus et que ces élèves seront obligés de s'enrôler dans l'armée et combattre aussi notre force de combattre les parents ou combattre nos forces de défense et de sécurité. Cette assemblée générale est aussi le lieu pour la FECIBF de pointer un doigt accusateur sur les cotisations initiées dans les lycées et collèges par les associations de parents d'élèves. La fédération appelle le ministère en charge de l'éducation à mettre fin à cette pratique. C'est-à-dire qu'une association constituée en APE, qu'on appelle Association des parents d'élèves, qui prennent des sommes colossales auprès de nos camarades d'élèves et à la fin de l'année, on n'a pas un bilan, on ne sait pas à quoi sert cet argent. Chaque année, dans les établissements publics, autant que dans les établissements privés, les parents, ces associations-là prennent l'argent aux mains de nos camarades d'élèves et à la fin, on n'a pas de bilan. Le ministère de l'Enseignement et de l'Éducation nationale ne réagit pas, c'est-à-dire que peut-être que pour nous, c'est une complicité qui existe entre le MENA et les APE. En février dernier, le syndicat déposait une plateforme revendicative en 17 points auprès de son ministère de tutelle. 7 points ont été satisfaits. La FECIBF dit rester mobilisée afin que les 10 autres points puissent trouver un dénouement. Après la longue crise de leadership qu'a connue la FECIBF au début de l'année 2018, le secrétaire général Augustin Palot s'est voulu rassurant. La crise n'est plus qu'un lointain souvenir. Cela ne tient pas compte de l'État dans nos universités. Toujours dans le secteur de l'éducation, à Ouissiga, village de la commune de Arbolé, là nous sommes dans le Passoré. Les élèves, eux, ont toujours la chance d'aller à l'école, contrairement à leurs camarades des écoles fermées pour raison d'insécurité. Mais problème, le village n'est pas électrifié. Les élèves éprouvent donc d'énormes difficultés pour apprendre leurs leçons la nuit tombée. La situation est en passe de changer pour les 80 élèves en classe d'examen. Ils ont reçu des lampes solaires. Roméo Koeta. Nous sommes à Ouissiga,
village situé à une vingtaine de kilomètres de la commune de Arbolé dans le Passouri. Ici, faute d'électricité, les élèves ont du mal à réviser leurs cours une fois la nuit tombée. Mais cette hantise est en passe d'être un mauvais souvenir, particulièrement pour les élèves de la classe de CM2. 80 au total, ils bénéficient de lampes solaires dans la perspective de mieux préparer leurs examens de fin d'année. Les lampes là sont vraiment la bienvenue, puisque les parents n'ont pas les moyens pour les payer des lampes. Alors, nous avons approché la tante pour l'expliquer depuis l'année passée, de nous soutenir avec des lampes, afin que les enfants puissent étudier les nuits. Je crois que cela a vu le jour ce jour, donc nous sommes très contents, nous la remercions bien. Ces lampes fabriquées au Burkina Faso sont rechargeables et ont une autonomie de 24 heures. Avec une durée de vie de 10 ans, elles devraient pouvoir servir à d'autres élèves les années à venir. Ces luminaires sont aussi accompagnés de craies et de stylos. Le geste est de Baobab Fonden, une ONG danoise qui, en plus des dons, a mis en place un système de parrainage des élèves. Un parrainage qui débute dès la classe de CP1 jusqu'au baccalauréat. Le reliquat des frais de scolarité financés par le parrain est remis aux filleuls pour leurs petits besoins. Sur leur cursus jusqu'à l'université, je crois que les premiers ont des masters, ont commencé à travailler. Et il y a une qui a fait sa soutenance de médecine au mois de novembre. Donc les premiers élèves soutenus, voilà, il y en a qui travaillent aujourd'hui. Et ces enveloppes, c'est l'argent qui reste. Une fois que l'argent arrive, ça permet de payer la scolarité et leur offrir les fournitures, les tenues scolaires, les cartables. Et puis quand il en reste, on leur donne le reliquat. Et ce reliquat, ce sont les 20 000 francs qu'on a mis dans les enveloppes pour leur donner. 72 élèves au total profitent de ce parrainage, soit 41 au secondaire et 31 au primaire. Pour un meilleur rendement scolaire, ils bénéficient d'un suivi particulier. On les suit à l'école, on les suit à la maison. Voilà, on recueille les difficultés et on essaie de trouver des solutions et on transmet aux partenaires. L'ONG a aussi pensé à offrir de l'eau potable aux élèves. Un château d'eau est construit à cet effet, non seulement pour les besoins de consommation, mais aussi pour permettre d'irriguer leur jardin potager, ce qui devrait améliorer leur cantine scolaire. Le ministère des Transports reprend sa croisade contre les ralentisseurs anarchiques installés sur les routes nationales. Une opération identique à celle-là, vous vous en souvenez, avait été lancée il y a quelques mois. Eh bien, les résultats escomptés semblent ne pas avoir été obtenus. C'est d'ailleurs l'un des reproches émis par les associations des transporteurs lors de la rencontre de concertation avec le gouvernement. L'opération devrait donc reprendre ce 8 janvier. C'est ce qu'ont annoncé les services du ministère du Transport au cours d'une conférence de presse ce matin. Madina Sinou. La destruction des ralentisseurs anarchiques. C'est l'un des compromis trouvés lors des négociations entre le gouvernement et les acteurs de la chaîne des transports sur l'augmentation du prix du transport. Et visiblement, le ministère en charge des transports respecte sa part du contrat. À compter du 8 janvier, une vaste opération de démolition des ralentisseurs anarchiques est annoncée sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit pour nous de faire l'inventaire des ralentisseurs sauvages comme ce qu'on a fait l'an passé, parce que les populations réagissent de temps en temps lorsque nous passons. Quelqu'un a eu à dire, un des journalistes a eu à dire que maintenant c'est des ralentisseurs sous forme de béton qu'on utilise. Alors nous allons systématiquement détruire ces ralentisseurs faits par les populations dans un premier temps. Et dans un second temps également faire l'inventaire, comme l'a si bien dit M. Kéré, faire l'inventaire des ralentisseurs que le gouvernement lui-même a construit et faire l'état du lieu de ces ralentisseurs, voir si ces ralentisseurs, il est nécessaire de les détruire ou il n'est pas nécessaire de les détruire. Au-delà de la satisfaction de cette doléance des transporteurs, le gouvernement voit en cette opération de démolition des ralentisseurs hors normes un moyen de fluidifier la circulation et permettre du même coup au pays d'occuper convenablement sa place de pays de transit dans la sous-région. Nous sommes un pays de transit parce que nous sommes situés, quel que soit le corridor que vous prenez, pour aller à la mer, nous sommes à plus de 1000 km de la mer. Ça veut dire que le Burkina Faso lui-même assure
son approvisionnement de manière privilégiée par la route. Et que nous-mêmes, nous souffrons du fait que nos routes sont jonchées de ralentisseurs, de gendarmes couchés comme vous voulez, qui empêchent aujourd'hui de pouvoir faire un approvisionnement conséquent. La Fédération nationale des acteurs du transport routier, pour sa part, s'engage à veiller à la limitation de la vitesse. La vitesse, c'est vrai, il y en a qui font de l'excès de vitesse. Nous continuons à les sensibiliser. Et pour cela même, je pense que l'ONASER a dit qu'ils ont acquis des radars de dernière génération. Et nous sommes d'accord pour les accompagner et leur dire de frapper fort, de dire à la police de frapper fort pour celui qui fait de l'excès de vitesse, qu'on le frappe fort. Nous sommes prêts à payer. Comme ça, ça va donner ça va être des exemples pour les autres, pour tous les chauffeurs. Avant la démolition des ralentisseurs anarchiquement construits par la population, une sensibilisation aura lieu sur les différents axes routiers afin de permettre aux populations de comprendre la nécessité de cette opération. Voilà, place maintenant sans transition à la chronique écho de ce journal. Et nous parlons ce soir des mines avec cette question: comment doit se faire la réhabilitation des sites miniers après leur exploitation? Il existe une loi, l'article 141 du Code minier qui encadre cette phase, mais elle ne serait pas assez explicite et poserait des cas de confusion. La mine fermée de Kalsakan en est l'illustration parfaite. Voici les explications de Rémi Lambert-Nébier. Le cycle de vie d'un projet minier commence par la phase de recherche et se termine par la phase de fermeture, tout en passant par les phases de construction et de production. En une dizaine d'années d'expérience en exploitation minière industrielle, le Burkina Faso totalise un seul cas de mine en situation de fermeture, contre 12 en phase d'exploitation et au moins 2 en phase de construction. Le pays ne jouit donc d'aucune expérience en matière de réhabilitation d'un site minier après sa fermeture. Cependant, l'article 141 du Code minier dispose que pendant la phase de production, les sociétés minières industrielles sont tenues d'ouvrir et d'alimenter un compte fiduciaire à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCAO ou dans une banque commerciale du pays. Un compte qui devra servir à financer la mise en œuvre du programme de préservation et de réhabilitation de l'environnement. Mais la situation que traverse la mine de Kalsaka après sa fermeture illustre l'insuffisance, sinon le manque de clarté des textes existants. Amara Mining, la société exploitante, durant sa phase de production, a contribué à l'élaboration du fonds de réhabilitation à hauteur de 1,609 milliards de francs CFA. Mais elle éprouve de nos jours des difficultés pour accéder à ce fonds afin d'entamer la réhabilitation du site fermé depuis 2013. Un exemple tangible qui a poussé certaines sociétés minières à l'anticipation. Elles ont opté pour la réhabilitation dès la phase de production. Oui, il y a d'autres initiatives par rapport à cette réhabilitation progressive. Il y a des sociétés qui ont déjà entamé, par exemple, la fermeture des fosses. D'autres aussi utilisent les fosses là, au niveau irrigue les fosses pour en faire de la pisciculture. Et dès lors que les fosses aussi sont remplies, ces fosses peuvent être utilisées aussi pour irriguer dans le domaine de l'agriculture. Ce qu'on pourrait aussi ajouter au niveau des mines en exploitation, ils font ce qu'on appelle le suivi et aussi la surveillance environnementale. Des initiatives qui dénotent de la volonté des sociétés en question de respecter leur engagement. À l'État également d'assumer à son tour ses responsabilités en levant l'ambiguïté autour des textes afin que le désastre environnemental qui prévaut à Kalsaka ne se reproduise nulle part ailleurs au Burkina. Abobo Dioulasso, c'est un capitaine de l'économie burkinabé qui a été honoré. Il a été président de la délégation consulaire des Hauts-Bassins pendant près de
3 décennies. El Hadji Djinaba Barrow fait partie de ces hommes d'affaires qui est parti de rien pour se hisser au sommet, créant de nombreuses entreprises dans des secteurs divers. À 90 ans, il a été élevé au rang de commandeur de l'ordre de l'Étalon. Toute une reconnaissance pour cette trajectoire hors norme. Arsène Konditamde. Dans les tribunes, des visages bien connus du monde des affaires. Mahamadi Sawadogo Kadhafi, Lassine Diawara, Ouma Hugo et Idrissa Nassa pour ne citer que ceux. La star du jour, c'est lui El Hadji Djinaba Barrow, baobab du monde des affaires au Burkina Faso. Homme d'affaires réputé, président de la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-Bassins pendant 28 ans. Infatigable défenseur de la cause du secteur privé, les qualificatifs ne manquent pas pour désigner cet homme âgé de 92 ans. Ce 5 janvier, il est fait commandeur de l'ordre de l'Étalon pour récompenser ses actions en faveur du monde des affaires. Je disais que parler de El Hadji Djinaba relève de l'audace. Depuis les années 40 ou 50, dans son Kédougou natal, il s'exercera à différents métiers allant de la réparation des vélos, à la vente de pièces détachées et au commerce général. C'est cet homme-là, se référant à tous ces illustres dévanciers, qui a retenu l'attention des plus hautes autorités de notre pays pour être élevé au grade de commandeur de l'ordre de l'Étalon. Né vers 1929 à Diéry, dans la commune de Orodara, il quitte très tôt son village pour se lancer dans les affaires avec un capital de 7500 francs CFA. D'abord apprenti mécanicien, il se lance ensuite dans la vente de pièces de rechange et c'est le début de la grande aventure. Il crée par la suite de nombreuses entreprises au nombre desquelles Soba, Somous, Sofib et Colomba SA. Homme multitâche, il s'est aussi distingué dans l'organisation socio-professionnelle du secteur privé. Le président Barrow fait donc partie de ces grands bâtisseurs de la Chambre de commerce. Il est difficile de retracer les mérites de l'homme, tant il excelle dans plusieurs secteurs d'activité économique. Il est actuellement président d'honneur à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, membre du Conseil des sages du secteur privé. Ceci prouve bien qu'il est toujours en activité, malgré son âge très avancé. Pour la famille de ce travailleur acharné, l'émotion est grande. C'est un honneur pour la famille. Donc nous remercions les plus hautes autorités de ce pays pour avoir reconnaître le mérite du papa pour tout ce qu'il a fait pour enraciner l'économie et le commerce en partant de Haute-Volta au Burkina Faso et à l'ère actuelle. C'est un honneur pour nous et ça nous fait plaisir. La décoration de Djinaba Barrow comme commandeur de l'ordre de l'Étalon est l'œuvre de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Elle rentre dans le cadre du programme de reconnaissance des acteurs économiques, conformément à la vision de l'actuel mandature. Après les affrontements communautaires de Yirougou les 1er et 2 janvier dernier, des voix s'élèvent de plus en plus pour appeler à l'apaisement et à la cohésion sociale. C'est l'exercice auquel s'est livré Nana Thibault hier dimanche. Voici le compte rendu de Rémi Lambert-Nébier. Des attaques terroristes à répétition, des affrontements intercommunautaires, des partis et adversaires politiques qui ont du mal à se tendre la main. Le Burkina Faso a mal à sa cohésion et voit de jour en jour sa quiétude s'éloigner pour laisser planer des menaces sur sa paix séculaire. S'estimant donc interpellé par la situation, Nana Thibault propage encore son appel à l'union et à la réconciliation nationale. Aux abords du rond-point de la Patois, ce 6 janvier, une foule de passants et de riverains a pris le soin d'écouter son message de paix et d'unité. J'ai initié ça aujourd'hui juste pour le pardon, la réconciliation nationale, la paix sociale, la cohésion. Parce que quoi qu'on dise, aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe au Burkina Faso, quand on voit ce qui se dessine à l'horizon,
personne quand même ne peut ignorer que ça ne va pas. Ça ne va pas là, ça veut dire quoi? C'est parce que les Burkinabés ne sont pas unis. C'est parce qu'entre les Burkinabés, il n'y a pas de cohésion sociale. Il faut qu'on se pardonne. Il faut qu'on se réconcilie. Il faut qu'il y ait une cohésion digne de nom dans notre pays. Voilà pourquoi ce soir j'ai organisé cette manifestation pour appeler la jeunesse surtout à rester digne, à rester des vrais Burkinabés. Pour Nana Thibault, son initiative est volontaire et il l'appréhende comme une vocation que tout Burkinabé doit accomplir. Et je pense qu'au regard de tout ce qui s'est passé, moi, comme vous, nous avons le droit quand même de travailler pour la réconciliation nationale et pour le pardon au Burkina Faso. J'ai pris cette démarche depuis 2017. Et jusque-là, pourquoi je vais abandonner? Dans la mesure que la situation ne fait que s'aggraver chaque jour qui passe. Donc, c'est une continuité. Si j'ai fait ça ici, peut-être que dans les provinces, je vais le faire. Celui qui dit être allé jusqu'en Côte d'Ivoire porter ce message de réconciliation à l'ancien président affirme taper depuis lors sans écho favorable à la porte de la présidence du Faso pour transmettre le même message de pardon à l'actuel président. Même appel à la paix, à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale au Burkina Faso. Voilà également le message lancé par le guide religieux Aziz Aguib Soré au cours d'un prêche. Lui aussi fait allusion aux événements tragiques de Yirgou. Abdulrazak Traoré. Par exemple, quand la patrie est attaquée et meurtrie par des attaques terroristes et leurs corollaires engendrant par exemple les événements de Yirgou, la contribution de tous est vivement attendue. Dans la communauté musulmane, plus précisément dans le cercle du cheikh Abdulaziz Aguib Soré, tous les fidèles sont mis à profit pour que la paix règne au Faso. Des plus petits qui ignorent certainement la situation aux adultes qui la maîtrisent mieux et mesurent l'ampleur du contexte, tous ont prié, confiant le destin du pays à Allah, le miséricordieux. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Nyamneme, zamana tara lingri, nene wemsa, nko ton tengan ban remba. C'est vrai que le Burkina Faso est dans le viseur des présumés terroristes depuis un certain temps. Une situation que nous déplorons aujourd'hui, car les FDS en pâtissent plongeant des populations dans l'impasse. Dans ce cas de figure, notre responsabilité en tant que musulmans est engagée. Nous ne pouvons rester en marge de cette désolation. Nous avons donc décidé de ce prêche suivi de bénédictions spéciales. Nous avons donc décidé de faire ce prêche suivi de bénédictions spéciales. L'activité vise à faire appel à Allah afin qu'il tende sa main sur le pays, qu'il apaise les cœurs. Cette seule bonne foi ne suffit pas pour endiguer le phénomène. Le leader religieux Soré le sait, il met alors chaque musulman face à ses responsabilités. Premier engagement, éviter toute idée d'accusation et de stigmatisation, comme cela a été le cas à Yirgou dans le centre-nord. En tant que filles et fils du pays des hommes intègres, nous devons implorer Allah pour qu'il nous comble de ses bienfaits et de sa grâce. Dans cette dynamique, comprenez donc qu'il ne sert à rien de vivre dans la division. Les accusations sans fondement, les stigmatisations constatées ça et là détruisent notre chère patrie. Soyons tolérants, soyons des messagers de paix, car la lutte contre le terrorisme est l'apanage de tous. Pendant 3 heures, lecture coranique, louange de Dieu, bénédictions ont été faites par les fidèles musulmans. Et pour être complet, le guide religieux et les croyants ont prévu immoler un bœuf pour l'atteinte de leur objectif, le retour de la paix au pays des hommes intègres. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité renouvelée. On se retrouve demain à 19h30 à la même heure pour une autre session de l'information.